On poursuit ce Lex Inside et on va parler d'une décision du 5 février 2026 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a condamné une partie à une amende de 3 000 € pour avoir refusé de déférer une injonction de rencontrer un médiateur. Quelles sont les conséquences de cette décision? On en parle tout de suite avec mon invité, Sandra Galisso, médiateur au sein de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Sandra Galisso, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de cette décision du 5 février 2026. Quel est l'apport de cette décision? Est-ce que c'est un tournant jurisprudentiel sur la place de la médiation dans le procès? Alors, à première vue, effectivement, 3 000 €, c'est une sanction qui paraît assez sévère pour avoir refusé de rencontrer un médiateur, d'autant que la médiation reste un dispositif facultatif. Et en fait, c'est plutôt un signal. Le signal que désormais, la médiation, c'est pas un chemin à côté. C'est un chemin qui fait partie de la vie du procès. Et c'est ce changement-là, finalement, qui est pointé. Auparavant, pendant plusieurs années, il y avait effectivement déjà la possibilité d'avoir une injonction de rencontrer un médiateur, mais qui était assortie d'aucune sanction. Et puis, c'était pris un petit peu à la légère, voire un peu une courtoisie faite au juge. Mais là, le magistrat vient pointer qu'il a identifié que le chemin de l'amiable dans ce dossier est un chemin qui méritait d'être exploré. Ça veut dire que c'est un passage obligé? Alors, c'est pas un passage obligé. D'abord, tous les juges ne font pas pour toutes les affaires une injonction de rencontrer un médiateur, mais lorsqu'il le fait, c'est qu'il a de bonnes raisons de penser que la voie de l'amiable mériterait d'être explorée. Et c'est ça, en fait, que vient pointer finalement ce signal, cette affaire. C'est ce changement. La médiation, on est passé un peu d'une promotion de la médiation à maintenant la médiation qui est inscrite dans le parcours judiciaire d'une affaire. Donc elle est vraiment intégrée dans le process. C'est plus à côté, ça peut être dedans. Est-ce que ça veut dire que ça change quelque chose pour le professionnel du droit? Est-ce qu'il doit changer de posture? Eh bien oui, parce qu'effectivement, on voit bien que l'avocat, le juriste d'entreprise et même l'assureur, parce que dans le cas d'espèce, c'est un assureur qui a été condamné, va devoir envisager sa stratégie différemment. C'est-à-dire que soit il discute avec son client et son client, il l'invite à envisager réellement l'amiable. Et dans ces cas-là, il documente effectivement sa tentative d'amiable de façon très consistante. Soit, effectivement, il informe bien son client que la nature de son dossier fait peut-être, ou le type de juge qu'il va rencontrer, fait peut-être qu'il pourrait y avoir une injonction de rencontrer un médiateur. Et que ça serait du coup pas une bonne idée de ne pas suivre cette voie. Donc ça change un petit peu la posture des professionnels du droit. Alors on va parler maintenant du contentieux. Est-ce que ça change quelque chose dans la manière dont on va piloter un contentieux? Eh bien oui, parce que en fait, ça élargit l'analyse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on reçoit effectivement des demandes, on les regarde, on les qualifie juridiquement, on évalue les chances de succès, on regarde les preuves, on soupèse. Là, on va devoir se poser une autre question, c'est est-ce que c'est un dossier médiable ? C'est-à-dire, on va devoir analyser la médiabilité d'un dossier. Et comment fait-on alors pour évaluer? Alors, eh bien, on s'intéresse à ce qui peut-être y a un peu derrière les demandes. Les professionnels sont un peu habitués. Quand vous, par exemple, dans un procès prud'homal, vous voyez arriver un dossier avec une dizaine de demandes. Une demande, par exemple, pour un problème de classification à revoir. Et puis des tas de petites demandes, la visite médicale d'embauche, des heures, du décompte d'heures qui n'est pas tout à fait bon, voire du fractionnement de congés payés. Vous avez facilement 10 demandes. Si vous les examinez d'un point de vue juridique, vous aurez à chaque fois des arguments et vous constituez un dossier.
En fait, peut-être faut-il comprendre que ces demandes qui peuvent paraître annexes sont en fait des demandes qui rendaient le dossier financièrement défendable devant une juridiction. Et que le vrai problème, c'est le problème de la classification. Et là, il y a peut-être du grain à moudre en termes d'amiable. Alors, la médiation, c'est pas seulement une technique juridique, selon vous, mais c'est un choix organisationnel. Expliquez-nous. Alors en fait, dans l'entreprise, ça va être difficile de se positionner, voire d'aller en médiation si on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que si la médiation est laissée au seul service juridique, lorsqu'il va y avoir une injonction de rencontrer un médiateur, ça va être un petit peu compliqué pour, par exemple, la direction qui est concernée par l'affaire. C'est un peu comme si, aujourd'hui, on avait finalement un incendie avec une direction concernée par l'affaire qui faisait le pompier à un bout du bâtiment et puis une direction juridique qui attaquait le bâtiment d'un autre côté et tout ça sans se concerter. Donc ça ne va pas être possible de fonctionner comme ça. En plus, j'allais dire, je fais un parallèle avec la prévention des risques en matière de sécurité. Ça vient à l'idée de personne aujourd'hui d'attendre un accident pour se poser la question de la sécurité. C'est un peu ça. Pourquoi faudrait-il attendre que le juge fasse une injonction qui désormais a un certain poids pour la médiation avant de s'interroger sur finalement comment on s'organise pour la médiation dans l'entreprise ? D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut avoir développé une culture interne de la médiation, c'est ça en fait ? Oui, c'est ça. En fait, la médiation change un petit peu la façon dont on perçoit le conflit. C'est-à-dire, dans l'entreprise, le conflit est parfois perçu comme un dysfonctionnement. Et en fait, la médiation, ça consiste à dire le conflit, il est ce qu'il est. Est-ce qu'on ne peut pas regarder les modes de coopération ? Comment on peut retravailler, coopérer, puisqu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Donc on a une sorte de déplacement. On ne cherche pas à éradiquer le conflit. On cherche à travailler la coopération. Et plus c'est pris tôt dans les entreprises, plus c'est... ça fait partie d'un mode habituel de gestion des conflits. Plus c'est efficace, moins c'est vécu comme un échec. Mieux on peut gérer la situation. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui fait que dans l'entreprise, les directions vont pouvoir identifier les sujets susceptibles de faire l'objet d'une médiation ? Comment on fait pour identifier ça ? Alors, on l'a vu dans l'exemple, c'est-à-dire comprendre derrière les demandes peut-être la problématique réelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires qui correspondent à une dimension relationnelle. Donc, puisque la médiation, c'est effectivement cet aspect relationnel qui va être questionné. Donc, ça va être effectivement des choses qui vont être assez privilégiées. Et si on prend l'exemple, par exemple, du harcèlement, oui. Qui peut être répandu dans une entreprise, comment on gère ce type de situation par la médiation ? Est-ce que c'est une bonne option ? Alors, j'allais dire, il y a un article dans le Code du travail, qui est le 1152-6, qui prévoit la médiation en cas de harcèlement moral. Donc, le législateur a estimé que c'était une possibilité de recours et que ça avait donc son intérêt comme outil. Donc, c'est déjà une première indication. La deuxième indication, c'est que moi, je suis frappée de voir que lorsqu'il y a des allégations de harcèlement, finalement, les gens ne savent plus comment se parler, n'arrivent plus à élaborer même une façon de communiquer entre eux. Et donc la médiation va permettre d'y remédier. Et peut-être qu'en matière de harcèlement, il y a une particularité, on peut être très en amont, on l'a vu, finalement de façon préventive, au moment d'un conflit naissant, mais on peut être aussi en aval, c'est-à-dire que les enquêtes harcèlement ne résolvent rien, c'est-à-dire la qualification juridique ne rentre pas en compte dans la médiation, mais de toute façon, ça ne résout rien. Et donc, après cette qualification juridique, on se retrouve souvent avec des collectifs de travail fractionnés, abîmés. Et là, la médiation, c'est une dimension un peu restaurative et très utile. Ouais. On va conclure là-dessus. Merci Sandra Galisso. Je rappelle que vous êtes médiatrice auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Tout de suite, on enchaîne. On va parler de la protection des créations sans dépôt.